Vous êtes sur les ailes du Québec. Attachez vos ceintures. On décolle! Mesdames et messieurs, bonjour, mon nom est André Allard et je vous souhaite la bienvenue à ce nouvel épisode de Les ailes du Québec. Aujourd'hui, spécial spatial. Alors, on va parler un petit peu, faire une brève revue de l'année de l'espace. Et en fait, pendant le temps des fêtes, et étant donné les restrictions imposées là, pour les visites et tout, ben, on a réduit le nombre de rencontres pendant les fêtes. Alors, ben écoutez, enregistrer des podcasts, puis les diffuser et les écouter de votre côté, c'est correct, ça correspond aux normes sanitaires. Il n'y a pas de problème, vous pouvez écouter autant de podcasts que vous voulez, pardon. Ben, vous allez sur les ailes du Québec et celui-ci constitue le 18e épisode de la série en français. Il y en a maintenant en anglais aussi de disponible. Puis, ben, il y a aussi le site Les ailes du Québec. Si vous voulez faire une revue de l'année, il n'y a pas de problème, allez-y fort. Mais avant de passer au sujet du jour, le rappel du jour qui est en bas ici, là. Hein? Et qu'est-ce qu'on fait en bas ici? On clique « Je m'abonne » ou « J'aime » si on aime l'épisode. Donc, je vous remercie beaucoup pour ceux et celles qui l'ont fait déjà. Ça nous aide beaucoup dans notre référencement. En réalité, je vous demande pas de la charité, simplement de cliquer généreusement. Puis, ben, avant de commencer, bonne année, bonne fête, joyeux Noël, etc. à tous et à toutes. Prenez le temps, faites attention à vous autres, prenez le temps de vous protéger, puis, ben, écoutez, préparez-vous pour 2022. Je pense que ça va prendre un bon moral pour passer à travers 2022. Vous savez, la grippe espagnole avait duré en réalité 3 ans, en 18-21, donc on n'en est qu'à 2 ans, donc il nous resterait en théorie plus de 12 mois à faire dans cette pandémie. Alors espérons que ce n'est pas le cas, espérons qu'on va réussir à trouver des médicaments et des alternatives au confinement qui sont en ce moment la seule façon de se protéger. Alors allons-y avec le spécial spatial, parce qu'il y a eu quand même des choses intéressantes, ou même très intéressantes, qui se sont produites cette année dans le niveau spatial. Et ça a commencé au mois de février avec Telesat, qui a accordé un contrat de plusieurs milliards de dollars à la société franco-italienne Thales, afin qu'elle fabrique les satellites de la constellation Lightspeed. C'est grosso modo 298 satellites sur orbite basse, qui vont permettre, entre autres choses, de fournir de l'Internet haute vitesse partout sur la planète. Thales, contrairement à SpaceX pour les liaisons satellites et les satellites basse altitude, ont choisi de fabriquer de plus gros satellites qui pourront se relier entre eux via un système de liaison par fibre optique, pas par fibre optique, mais par lien optique. Il n'y a pas de fibre entre les satellite, oui, c'est ce que je disais là. Et c'est la compagnie canadienne MDA qui fera l'assemblage des 298 satellites dans son usine de Pointe-Claire. Donc, on est content de ça. Ça va permettre de continuer de maintenir et de développer l'expertise de MDA dans le domaine spatial. Donc, c'était une bonne nouvelle. Ça a bien commencé l'année pour le secteur spatial. Et pour le secteur spatial canadien et québécois, c'est une belle annonce qu'il y a eu. Ensuite est arrivé, au mois de mars, l'amarrissage de Persévérance, donc du fameux rover ou du Jeep lunaire ou du véhicule, pas lunaire, mais martien, pardon, qui est arrivé sur Mars en toute sécurité. C'était déjà... c'est toujours un exploit que d'arriver... d'envoyer un satellite ou des systèmes d'exploration sur Mars en un seul morceau, parce que c'est une atmosphère qui est de faible densité, donc amarcir, c'est très complexe, ça demande des rétrofusées, ça demande des systèmes assez complexes, mais la NASA semble maintenant maîtriser de mieux en mieux la technique pour descendre sur Mars, pour rentrer dans l'atmosphère, puis pour se poser en sécurité sur la planète rouge.
Elle a été suivie de quelques semaines par la Chine, qui elle aussi a envoyé son propre véhicule d'exploration. Et là, ben, dans le cas de la NASA, le véhicule d'exploration doit, entre autres choses, récolter des échantillons de sol lunaire. On vise les sites qui offriraient le plus gros potentiel là, d'avoir eu de la vie. Donc, on espère trouver des fossiles de bactéries ou en tout cas d'organismes vivants très, très primitifs, là, d'unicellulaires. Donc, c'est l'objectif de la mission. Mais pour moi, le haut fait d'armes de la NASA cette année, c'est l'hélicoptère Ingenuity qui a réussi à voler dans l'atmosphère martienne. C'est tenant compte de la densité très faible de Mars, de l'atmosphère de Mars, ben, c'est un exploit extraordinaire qu'a réussi la NASA, faire voler un véhicule sur un autre, dans l'atmosphère d'une autre planète, sans avoir la possibilité d'intervenir directement. Donc, il fallait programmer les vols sur Ingenuity. Ingenuity fait ses vols. Et après ça, l'information collectée pendant les vols est transmise après le vol. Donc, c'est beaucoup. C'est un petit Ingenuity, oui, le petit hélicoptère, a coûté 55 millions de dollars, mais vous savez, en termes de programme spatial, 55 millions de dollars pour un drone autonome, c'est pas très dispendieux, surtout qu'on a réutilisé on a utilisé afin de réduire le coût de production, on a essayé de récupérer des choses qui existaient déjà. Donc, le processeur, ben, c'est un processeur de téléphone cellulaire qu'on a simplement récupéré. Snapdragon, d'ailleurs le nom du processeur, je viens de voir le nom, je viens de regarder le nom, j'ai triché un peu, je m'en souvenais plus. Alors Snapdragon, c'est un processeur de 2.6 GHz, mémoire vive de 2 GB, puis mémoire flash 32 GB, donc c'est vraiment là, c'est pas par rapport à ce qu'il y a comme ordinateur de nos jours, c'est pas extrêmement complexe. Quand la NASA a annoncé qu'elle ferait le premier, elle déploierait Ingenuity sur Mars, on nous a dit, ben, s'il réussit son premier vol, déjà, il va avoir atteint 90% de ses objectifs. Au moment où on se parle, Ingenuity a dépassé les 15 vols. Et l'information que récolte la NASA de chacun de ces vols-là est importante parce que comme Ingenuity est muni d'accéléromètre, et de centrales de navigation, de centrales de navigation par inertie, on est capable, selon la force, la puissance déployée sur les moteurs et sur les hélices, par conséquent, on est capable de calculer quelle est l'accélération, quelle puissance exactement ça prend pour accélérer la masse qui est de 1,8 kg. Dans ce cas-ci, 1,8 kg, on parle de la masse terrienne, ce n'est pas la masse martienne. Donc, qu'est-ce que ça prend comme énergie? Combien de temps ça va? Et de combien le véhicule s'est accéléré? Chaque vol permet d'augmenter, d'améliorer la connaissance de la NASA sur les vols, sur le vol dans l'atmosphère martienne. C'est donc clair que dans 7 ans maintenant, quand la prochaine mission d'exploration va décoller vers Mars, il y aura un hélicoptère dedans parce que c'est l'avantage de l'hélicoptère ou de l'appareil volant, du drone, c'est qu'il n'a pas à contourner les roches, il peut se déplacer en ligne droite, beaucoup plus rapidement aussi en ligne droite. Et tous les pilotes le savent, tous les pilotes s'ils avaient déjà été dans un petit avion en avant, aussitôt qu'on s'élève de quelques dizaines de mètres dans les airs, déjà, notre horizon s'agrandit, on voit beaucoup plus loin. Donc, c'est l'avantage d'avoir un drone. Il peut être muni de caméras de précision et aller chercher des images extrêmement précises que ne sont pas capables de faire les autres systèmes et surtout de mieux choisir les sites où va aller, par exemple, le rover Perseverance. Donc ça, c'est une grosse amélioration. Maintenant, je tiens à rappeler aussi que la NASA, son rôle, ce n'est pas seulement l'exploration spatiale, c'est aussi l'aéronautique, puis l'exploration ou la recherche et le développement en aéronautique. Et dans le cas de Ingenuity, ben, le logiciel
qui fait voler Ingenuity de manière autonome, bien ça aussi, c'est de la recherche et développement, parce que si on va avoir des avions ou des drones complètement autonomes ici sur Terre, il faut commencer par développer des programmes. Alors là, la NASA a réussi, avec, somme toute, une capacité de mémoire assez restreinte, avec des systèmes assez restreints aussi, très limités en termes de capacité, parce que le poids étant très limité sur Mars, la capacité de portance de l'atmosphère étant très limitée, il a fallu choisir là, vraiment des choses les plus simples, et malgré ça, on a réussi à bâtir un logiciel ou une logique de vol autonome qui fonctionne bien. Il y a eu des problèmes. Le drone a connu, Ingenuity à un moment donné a connu des problèmes pendant certains vols. Il y a des images qui ont sauté et ça a fait en sorte que le drone ne comprenait plus vraiment où il était. Mais la logique, le système de logique du vol a permis de garder la stabilité d'Ingenuity en vol et de lui permettre de se reposer au sol. Quand la NASA va travailler sur le prochain drone qui va explorer la surface de Mars, ben là, évidemment, on va vouloir avoir un drone plus pesant, on va avoir plus de capacité de logiciel et donc plus d'autonomie. Et en fait, à partir de l'expérience acquise des 15, 16, 17 vols, toutes les petites erreurs, comment sont survenues les erreurs et comment la récupération sont faites, quels sont les mécanismes qui fonctionnent bien. Mais là, la NASA va pouvoir étendre la programmation de ça. Probablement qu'Ingenuity, le prochain drone, Ingenuity 2, si on veut garder le nom, ben probablement qu'il va avoir une autonomie beaucoup plus grande en termes de temps de vol. Écoutez, on est dans le 90 secondes en ce moment. Probablement qu'on va vouloir avoir quelques minutes de vol. Donc, il va falloir être capable de bâtir un système entièrement autonome où l'être humain ne peut pas venir et ne peut pas récupérer en cas d'erreur. Ben, il va falloir continuer d'étendre le système ou la programmation qu'on a là. Et ça va avoir un impact important dans la recherche et développement de systèmes d'aéronefs entièrement autonomes, entièrement autonomes ici sur la Terre. Donc, c'est une avancée importante et c'est pour ça que moi, je m'intéresse beaucoup à ce qui se passe avec Ingenuity, entre autres. Et enfin, l'autre développement important, moi, que je trouve, mais en fait, c'est 2021, mais on pourrait mentionner 2020 aussi, SpaceX. La croissance, les réussites de SpaceX maintenant. SpaceX, c'est fourni avec la Falcon Heavy, avec Falcon 9, avec la Falcon 9, oui, merci, fournit maintenant le lanceur, avec la capsule également Crew Dragon, fournit le véhicule de transport des équipages américains et européens vers la station spatiale. C'est vraiment, ils ont gagné cette course-là. Ils ont prouvé leur capacité à se développer puis à rencontrer les objectifs puis à finalement livrer la marchandise ou livrer ce qui avait été promis. C'est clair, il y a eu des retards dans le développement de Falcon, mais ça, écoutez, dans le domaine spatial, là, les retards, là, c'est comme ça fait partie c'est de la routine. Alors donc ça, c'est intéressant. Là, la NASA commence à préparer les premiers vols de la mission Artemis. C'est pas des fusées c'est pas des fusées de SpaceX qui vont être utilisées, mais Spaceship, lui, ultimement, dans quelques années, Spaceship devrait être en mesure d'aller porter des équipages à la surface de la Lune dans le cadre de la mission Artemis. Et ça, ils sont très avancés. Là, les premiers vols orbitaux de Spaceship devraient arriver en 2022. Puis éventuellement, ben c'est ça. Alors, donc, c'est SpaceX qui va probablement... qui sont le plus en avance en ce moment ou qui ont les meilleures chances de produire la première fusée interplanétaire là, qui va transporter des équipages. Donc, SpaceX, en ce moment, a une avance sur tout le monde. Ça ne veut pas dire qu'ils vont la garder, parce que dans ce domaine-là, des fois, on rencontre des problèmes là où on ne pensait pas en avoir. Donc, ça se pourrait très bien que ce soit quelqu'un d'autre. Mais pour l'instant, c'est SpaceX. Je suis littéralement flabbergasté par les succès de cette compagnie-là, fondée par Elon Musk.
Et je vois pas, en tout cas à court terme, comment qui d'autre va les déplacer. Je suis vraiment, vraiment impressionné. Alors, il faut penser là, que dans 16 ans d'ici, il va y avoir probablement des humains à la surface de la planète Mars grâce aux avancées qui sont faites maintenant. Alors, c'est ce que j'avais à dire. Petite vidéo courte. On est dans le temps des fêtes. J'espère en produire plusieurs. Et comme je vous le dis, comme je vous l'ai dit tantôt, vous avez aimé l'épisode, vous cliquez j'aime. Mais aussi, si vous avez du temps libre, vous n'avez pas regardé tous les autres épisodes, défoulez-vous. Ça rencontre les normes sanitaires que de regarder des podcasts à la maison. Alors, je vous remercie, puis je vous dis à la prochaine. Ça va être pour bientôt. Là, suivez ça dans les prochains jours. Il va y avoir d'autres vidéos.